kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Felwine Sarr, bonjour. Bonjour Bayomar. Vous n'êtes plus à présenter, écrivain, économiste, universitaire et musicien, enseignant-chercheur également. Oui, Felwine Sarr, vous avez suivi la dernière décision du Conseil constitutionnel qui a annulé le report de la présidentielle et qui a invité le chef de l'État, le président Macky Sall, à choisir une date dans les meilleurs délais. Le dernier communiqué issu de la présidence de la République dit que le chef de l'État prend acte de cette décision et compte mener des consultations dans les meilleurs délais. Oui, qu'en pense l'auteur d'Afrotopia que vous êtes? Je pense que la décision du Conseil constitutionnel elle est importante, elle est historique dans notre histoire politique sénégalaise et qu'elle a rétabli le droit et qu'elle a réinscrit le Sénégal dans la trajectoire qui était la trajectoire d'un État démocratique et dont les institutions demeurent le dernier rempart et le dernier garant. Je trouve que ça a été important qu'ils aient pris cette décision-là et que la présidence prépare un communiqué, donc, et fait savoir qu'elle allait se conformer à cette décision et que le processus électoral va reprendre sous peu. Et je trouve que c'est une grande victoire de la vie démocratique sénégalaise et que les institutions ont joué leur rôle et c'est ce qu'on attendait d'elles, quoi. Et que grâce à la mobilisation citoyenne importante que l'on a vue, le Sénégal en tant que peuple s'est réapproprié la capacité d'être un sujet de droit, un sujet qui configure son destin et une société qui fonctionne selon des règles admises. Alors, le combat a été mené par différents acteurs. Finalement, à qui imputez-vous cette victoire? Le peuple, l'État, une victoire de la République? Oui, à qui imputerez-vous cette victoire? Je l'impute au peuple. L'État a joué contre la République dans cette séquence-là. Je l'impute au peuple. Je l'impute à la mobilisation importante de tous les acteurs de la société civile. Je l'impute aux gens qui ont milité, aux militants politiques de base, aux activistes. Je l'impute aux universitaires qui ont joué un grand rôle dans cette lutte-là. Et quand le peuple gagne, la République, elle gagne. Donc c'est une victoire de la République sénégalaise dans son ensemble. C'est une victoire aussi, je dirais, de la démocratie sénégalaise. Aux dernières nouvelles, on a justement annoncé la libération de plus de 136 opposants sénégalais. Oui, le fait ici, c'est qu'en entendant un détenu politique libéré qui, dans nos ondes, a clairement dit qu'il n'abandonne pas le combat. Oui, est-ce que c'est là le sens d'un combat mené par les citoyens? Je pense qu'en les observant et en les entendant, ils nous font réfléchir et j'ai trouvé qu'en fait, ce qui se jouait là était important. Parce qu'en principe, l'espace démocratique, c'est un espace de citoyenneté capacitaire, où on capacite les citoyens, et c'est un espace où on est censé produire des sujets de droit. Ce n'est pas un espace où on est censé vulnérabiliser les individus. Et la prison, c'est un espace de coercition, et dans nos États, ce sont des espaces qui vulnérabilisent et qui fragilisent les individus. Donc ce sont des espaces en principe de décitoyenneté, ou d'acitoyenneté. Et pourtant, on a vu, dans ces lieux-là, des individus sortir étant plus citoyens que jamais. Malgré les brimades, malgré les violences qui leur sont infligées, malgré la vulnérabilité qui leur a été infligée, sortir et être beaucoup plus déterminés pour lutter pour des principes d'équité, d'égalité et de démocratie. Une société, quand on veut vraiment la connaître, on la regarde dans ses hétérotopies, dans ses lieux autres, dans ses hôpitaux psychiatriques, dans ses prisons, et on voit comment elle traite la dignité humaine. Et tous les individus qui sont passés par ces espaces d'incarcération en sortent avec des récits qui sont absolument effrayants. Et malgré cela, il y a quand même chez ces individus-là un désir de reconstruire un corps collectif qui fonctionne sur la base de la justice, qui fonctionne sur la base de l'équité et de la dignité humaine. Je les trouve admirables et je trouve aussi que ça montre le profond attachement des Sénégalais à leur démocratie. Ils sont prêts à payer le prix de la lutte pour cela. Et quand ils sortent, ils sont beaucoup plus démocrates que jamais. Donc c'est une leçon que nous devons réfléchir et méditer. Et comment finalement en est-on arrivé là? Cela résulte du fruit du long combat démocratique qui a été mené au Sénégal. S'agit-il d'une spécificité sénégalaise, à quoi nous assistons aujourd'hui?
Oui, je pense qu'on a une histoire singulière et spécifique. Les Sénégalais se plaisent à dire qu'ils ont commencé à voter en 1848, il y a très longtemps. Et si on refait l'histoire de la longue marche démocratique sénégalaise, il y a des épisodes importants. Il y a eu des luttes pour qu'on passe d'un multipartisme limité du temps de Senghor à un multipartisme intégral du temps de Diouf. Il y a eu les partis autour des années 60-70, des partis de gauche qui ont lutté pour des avancées démocratiques. Il y a eu le RND de Cheikh Anta Diop qui a lutté. Il y a eu les syndicats, les associations qui ont lutté pour une liberté de syndicat, une liberté d'opinion, une liberté de presse. Il y a eu un vent de libéralisation des radios autour des années 2000. Ils ont joué un rôle important lors de la première alternance. Donc, on a toute une histoire à raconter. Et on aurait pu avoir le sentiment que, justement, en prenant cette décision le 3 avril dernier, le président de la République ne prenait pas en compte cette longue histoire, cette vieille histoire démocratique sénégalaise, en pensant qu'il pouvait mener un coup d'État institutionnel à sa guise et comme il l'entendait. Mais ce qu'il faut peut-être voir là, c'est que de cette longue histoire démocratique sénégalaise, il y a un désir de passer à une forme de démocratie beaucoup plus exigeante. Le chercheur El Hadji Samba Ndiaye travaille là-dessus et il indique que jusqu'aux années 2000, nous étions dans une démocratie électoraliste, dans une démocratie de l'alternance. Nous réalisions des alternances et nous en étions heureux, mais que depuis, il y a une demande beaucoup plus forte qui est arrivée, c'est celle d'une société démocratique. Parce qu'un régime démocratique, c'est une chose, donc qui fonctionne selon des procédures démocratiques. Une société démocratique, c'est une société qui a une culture démocratique, où les contre-pouvoirs fonctionnent, où la justice fonctionne, où les individus deviennent des sujets de droit, où les libertés sont respectées. Et depuis les années 2000, c'est cette nouvelle demande et cette nouvelle exigence que le peuple sénégalais a de passer d'un cycle d'une démocratie électoraliste ou électorale à une démocratie beaucoup plus substantielle ou beaucoup plus substansive. Et toutes ces luttes qu'on a vues ces derniers temps l'indiquent à souhait. Ce qui nous amène à parler de la problématique du fonctionnement de nos institutions et leur autonomisation. Assistons-nous finalement à une fin de cycle, fin de règne? Qu'en pensez-vous? Le régime du président actuel a défait les institutions, les a affaiblies, les a attaquées, a entravé leur fonctionnement. Je veux dire, les exemples sont légion. Ce n'est même pas nécessaire de revenir là-dessus. On a tous suivi ces 2 dernières années les différents épisodes où l'État de droit a refusé de se soumettre au droit. Et je pense que la grande construction de l'histoire démocratique des nations, c'est le moment où les institutions prennent du temps à devenir autonomes, les acteurs qui les ont créés, le moment où les institutions induisent des formes de comportement que nous internalisons, et le moment où les institutions sont en dehors de la capacité de capture du politique. Et le politique a tenté de capturer les institutions et il n'a pas totalement réussi. Et les institutions ici se sont rebiffées et ont joué le rôle que l'on attendait d'elles. Et je pense que c'est peut-être ça un des éléments à retenir de cette crise qui n'est pas finie. Nous sommes à une étape importante, mais nous voyons le bout du tunnel, mais nous devons rester vigilants. C'est comment faire en sorte pour autonomiser les institutions, les rendre indépendantes des différents acteurs, les rendre indépendantes des tentatives de capture et les faire incarner par des individus qui sont de profonds démocrates et qui justement ont le sens de leur rôle historique dans l'équilibre du jeu de la nation et dans l'équilibre et dans le destin de la nation. Et peut-être ça, il faut accepter que ça prenne du temps, que ça passe par des crises, que ça passe par des moments où justement le collectif se rassemble autour de la défense d'un idéal institutionnel, d'un idéal d'une société qui n'est pas régie par la loi du plus fort, qui n'est pas régie par de l'autoritarisme, mais qui se soumet à des règles qui s'est données pour vivre ensemble et qui accepte que ces règles sont au-dessus de lui. Ça se construit dans la durée, ça se construit dans le temps historique d'une nation, et ça se construit aussi à travers les crises. Et je pense que cette crise-là, si on en tire les bonnes leçons, on mettra en place des mécanismes pour renforcer nos institutions et on mettra un mécanisme pour les refonder. Une fois la crise sera derrière nous, c'est le chantier qui s'ouvrira. Oui. Est-ce que cette crise a permis aussi de voir les limites des partis politiques traditionnels? En tout cas, elle a permis de voir leurs limites parce qu'elles sont réelles. Elle a permis aussi de voir un désir de renouvellement du politique, la manière dont on envisage le politique. Et peut-être que l'un des chantiers pour nous, c'est de renouveler les imaginaires du politique. Comment on fait la politique? Qu'est-ce que signifie s'engager en politique? Quelles sont les attentes des différents acteurs? Comment on les traduit? Comment on crée un lien de confiance? Et je pense qu'il y a un certain type de pratiques, de vieilles pratiques qui ont eu cours durant de longues années. Elles se sont essoufflées et puis elles ont montré qu'elles ne répondaient plus aux aspirations des Sénégalais. Et je pense que ça aussi, c'est une leçon que nous devons tirer de cette crise, où les Sénégalais se sont réappropriés l'exigence politique, l'offre du politique, ou même ce sont eux les vrais mandants qui disent aux mandataires ce qu'ils veulent que les mandataires fassent et quels sont les rôles qu'ils veulent qu'ils jouent en leur nom. Et je pense que ça aussi, c'est un des enseignements à tirer de la crise actuelle. Oui, les enseignements à tirer de cette crise, également la nature du régime. On est en présence d'un régime présidentialiste extrêmement fort qui a fini par justement impacter sur les autres institutions.
c'est également une limite très forte à analyser. Oui, je pense que ça aussi, ça vient de notre histoire, histoire politique sénégalaise. On se souvient tous de la crise de 1962 qui Oui. opposait Mouloudia au président Léopold Sédar Senghor. Et c'était une crise du fait qu'il y avait deux exécutifs, deux têtes dans l'exécutif. Et donc, du coup, pour éviter ce genre de crise institutionnelle, lors de la Constitution de 1963, on a donné des pouvoirs forts au président. Donc, un présidentialisme qui répondait à une crise antérieure. Et peut-être, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces pouvoirs sont devenus exorbitants dans le temps et qu'on doit les rééquilibrer. Le président doit avoir les pouvoirs adéquats pour répondre à ses missions, mais il ne doit pas être l'absolu maître du jeu. Ce n'est pas un empereur, ce n'est pas un roi. Il ne doit pas être celui qui tient dans sa main fragile et périssable le destin de la nation. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs qui régulent l'absolu du pouvoir. Tout pouvoir a une tentation absolutiste et il faut arrêter cette tentation absolutiste-là, lui fixer une limite et il faut que le dispositif institutionnel me permette de réguler les choses, d'équilibrer. Et c'est ce que les anglophones appellent le check and balance. Et là, on a bien vu que c'était absolument fondamental qu'on ait une institution qui s'appelle le Conseil constitutionnel qui est capable de dire stop lorsque l'exécutif prend des décisions qui sont déraisonnables et qui nous amènent au bord du gouffre collectivement et que cette architecture-là, elle était fondamentale pour préserver la paix et la stabilité. Et ça, nous devons y travailler. Et donc, je pense que réduire les pouvoirs du président de la République, les ramener à leur juste mesure, est un chantier que nous devons engager une fois que on sera sorti de cette crise. Oui, c'est dans le cadre des perspectives, on y reviendra tout à l'heure, mais toujours dans les mutations en cours. La société sénégalaise est en profonde mutation, dites-vous. Aujourd'hui, le présidentialisme fort, vous l'avez dit, mais les mutations sociétales en cours également. Avez-vous l'impression que finalement le citoyen s'est approprié cette constitution? Je pense véritablement, et je pense que selon mon observation, en tout cas, on peut dater une certaine forme d'appropriation de la Constitution aux luttes de 2012. Lorsqu'en 2011-2012, il y a eu un mouvement Touche pas à ma Constitution contre la troisième candidature de Wade à la présidentielle qui était interdite par la Constitution, on a déjà vu que les articles, le langage juridique, les principes constitutionnels étaient des arguments que les Sénégalais utilisaient pour défendre le respect de leur Constitution. Rebolote, en 2024, on a dû mener encore la bataille contre un troisième mandat du président Sall et il a dû reculer sous la pression populaire. Et là aussi, c'est un temps et c'est un moment où il y a eu des débats juridiques, il y a eu une dissémination et je tiens ici à saluer le travail des juristes qui ont fait un travail extraordinaire de dissémination, d'explication de ce principe dans le corps social et de faire en sorte que les Sénégalais, tous les Sénégalais puissent comprendre de quoi il s'agissait, quels étaient les nœuds, quels étaient les arguments avancés, ce que la Constitution disait, ce qu'elle autorisait et ce qu'elle n'autorisait pas. Et je pense qu'il y a une vraie appropriation de ça et que là aussi, le débat autour du Conseil constitutionnel et de son rôle, des lois constitutionnelles, des lois qui ne le seraient pas, des limites de l'exécutif, de l'espace du judiciaire et de l'espace du législatif, sont aussi des moments où les Sénégalais se renseignent, où les Sénégalais apprennent de leur dispositif institutionnel et se l'approprient et exigent en retour que les acteurs du politique respectent les dispositions qui sont censées régir leur exercice. Et ça aussi, la lutte et la crise a amené à une plus grande appropriation de ce texte qui est censé être notre loi fondamentale et qui est censée nous régir. Quelle est la finalité de ce combat? En fait, la finalité de ce combat, c'est de créer une société d'un vivre ensemble harmonieux où les règles sont respectées, où chacun peut vaquer à ses occupations et où l'essentiel qui fonde la stabilité, qui permet à l'économie de se déployer, qui permet à l'éducation de se déployer, qui permet aux entreprises de travailler, qui permet aux individus d'acquérir, d'actualiser leur capacité de vivre une vie qu'ils ont choisie, d'être des individus libres, qui s'épanouissent, qui ont des finalités dans l'existence, où l'existence, elle n'est pas simplement liée à la réponse des besoins biologiques, à la réponse des besoins sécuritaires, mais où elle a une finalité beaucoup plus grande que l'instrumentalisation des conditions de vie, sortir juste des conditions de vie pour aller vers les raisons de vivre. On a besoin que le socle sur lequel fonctionnent nos interactions sociales soit stable, soit juste, soit équitable. Et on a besoin de cela pour qu'en fait chacun puisse vaquer à ses occupations et que les gens puissent s'épanouir individuellement et collectivement. Les défis sont nombreux, on n'y est pas encore, mais au moins, le plus fondamental, c'est la stabilité politique. Et sans ça, il n'y a pas de bien-être économique, il n'y a pas de bien-être social. Et là-dessus, je pense que c'est le sens du combat fondamental. Et au-delà de ça, nous vivons ensemble à travers des valeurs sociétales que nous devons incarner, que notre société doit refléter. On a une vieille histoire sociétale et je pense qu'aussi le combat était là. Là, j'ai entendu une demande de dignité et de respect du citoyen sénégalais, une demande de dignité et de respect de notre longue histoire et de notre longue tradition, une demande de respect de nos luttes, des luttes de nos prédécesseurs, pour que le Sénégal soit le pays qu'il était et qui continue à l'être.
Et la référence commune, c'est la Constitution. Vous l'avez dit, aujourd'hui, cela nous permet de bondir sur la justice, un des piliers de la démocratie sénégalaise. Pendant longtemps, des critiques ont émergé prenant la justice comme véritablement le maillon faible de nos démocraties. Avec cette décision, oui, on a l'impression que finalement, le pouvoir arrête le pouvoir et que le Conseil constitutionnel a fait dire le droit conformément aux besoins des populations. Oui, oui, bien évidemment. Et je pense qu'il faut vraiment s'en féliciter et féliciter le Conseil constitutionnel pour cette décision importante. Ceci dit, les critiques qui étaient adressées à la justice étaient fondées pour une part, la plupart étaient fondées. L'idée, c'est pas de mettre tous les juges dans le même sac. Certains font leur boulot comme ils doivent le faire, mais c'est une question de système. Et on a vu que la justice a joué un rôle délicat, difficile pour la société ces 3 dernières années, et que en partie, elle a été aussi responsable, je veux dire, des décisions que certains juges ont prises. Je veux dire, les 1500 emprisonnés, ce sont des juges qui ont pris qui ont pris les mandats de dépôt, qui ont accusé les citoyens de remettre en cause l'ordre public, faire des appels à l'insurrection, d'être des groupes terroristes ou des forces occultes. Et ce sont des individus qu'on libère du jour au lendemain, sans procès, sans jugement, sous le régime de la liberté provisoire. Alors que le président de la République, son ministre des Affaires, son ministre de la Justice ont passé leur temps à dire qu'il n'y avait pas de détenus politiques au Sénégal, que les gens qui étaient en prison avaient commis des fautes, voilà, ou n'avaient pas respecté la loi. Et on se réveille un matin, on les sort de prison comme ça. Donc, pour les familles, pour eux-mêmes, c'est une excellente chose qu'ils recouvrent leur liberté. Ça interroge quand même le système, et que le système, on ne doit pas être dans un état où, selon la volonté du prince, on met des gens en prison, et selon sa volonté, on les libère sans que l'appareil judiciaire joue son rôle, et sans qu'on ait édifié les Sénégalais sur les charges qui pesaient sur eux, et est-ce qu'elles étaient réelles ou pas. Et donc, il y a un chantier, il y a un vrai chantier, c'est-à-dire qu'il y a la décision du Conseil constitutionnel qui est historique, mais il ne faut pas qu'elle cache les chantiers dans la justice globaux que nous devons mener une fois que l'on sera dans des temps beaucoup plus calmes et beaucoup plus sereins. Mais vous, de votre niveau, comment analysez-vous ces transferts de financement dans l'espace démocratique, pour ne pas dire le capitalisme dans l'espace démocratique, avec ces soupçons qui sont annoncés, vrais ou faux? Oui, que retenir? C'est une question fondamentale qu'il faut poser, mais moi je me poserai plus dans l'espace du transfert des valeurs capitalistes dans l'espace sociétal, et comment est-ce que les valeurs capitalistes dirigent et informent l'espace sociétal et les problèmes que ça pose. Mais quant aux soupçons de corruption des juges, personnellement, je n'y crois pas. Hein. Je n'y crois pas du tout. Oui. Et je pense que c'est une manœuvre de politique politicienne pour affaiblir le Conseil constitutionnel et faire passer une loi qui était inconstitutionnelle. D'ailleurs, l'un des juges a porté plainte, le procureur vient d'enrôler, et donc du coup, la procédure, la commission d'enquête parlementaire est arrêtée de fait, et l'un des juges qui a été mis en cause n'a pas participé à la décision du Conseil constitutionnel, certainement pour renforcer la décision, pour qu'il n'y ait aucun soupçon sur l'impartialité de la décision. Et je crois que là, en l'occurrence, l'avenir nous édifiera, mais je n'accorde pas du tout de crédit à ce soupçon de collusion de la part de ces juges-là. Oui, dans votre dernier tweet, vous avez appelé à la mobilisation, à la vigilance. Oui, la page est tournée. Où faudrait-il justement garder vigilance toujours? Non, la page n'est pas tournée, nous sommes au milieu du gué. Il y a une étape importante qui a été franchie. Il y a une bataille sociale, sociétale, de dignité républicaine qui a été remportée. Mais on attend que le président prenne les bonnes décisions, qu'il convoque à nouveau le collège électoral. Le communiqué issu de la présidence indique qu'il respectera les décisions du Conseil constitutionnel. Maintenant, on regarde, on suit. Et la prochaine étape, c'est des élections organisées en temps et en heure pour que le calendrier républicain soit respecté, mais aussi des élections ouvertes, inclusives, transparentes, pour que fondamentalement le choix des Sénégalaises et des Sénégalais puisse s'exprimer à la date qui sera retenue et que l'on réintègre la trajectoire de transmission pacifique du pouvoir que nous connaissons au moins depuis les années 2000 dans ce pays, et que là-dessus, on consolide des acquis et qu'on puisse s'occuper des questions économiques, des questions sociétales, des questions éducationnelles qui ont été absentes du débat, puisque justement, on a été là à lutter pour le respect des institutions. C'était la même situation en 2012. On n'a pas pu débattre des options économiques, sociétales, éducatives du pays, puisque justement, le politique qui a été chahuté dans ses règles et dans son formalisme nous a empêché de mener des débats de fond. Et il faut qu'on puisse aussi franchir cette étape où ces questions de procédure sont réglées et que finalement, ces grands rendez-vous-là sont des rendez-vous où on peut sereinement confronter les projets de société et voir le Sénégal, où est-ce qu'on veut le mener, avec qui, dans quelles conditions et comment. Et tant qu'on ne réglera pas ces questions-là, on sera encore piégé et on ne
pourra pas mener des débats sociétaux de fond. Et ces débats sont fondamentaux pour la démocratie. Comme qui dirait, l'histoire se répète, une aussi des limites de notre démocratie, dites-vous. Oui, parce qu'en fait, nos démocraties ont été procédurales jusque-là, et il est temps que l'on quitte la question procédurale. Il est temps que qu'on résolve la question procédurale et qu'on aille vers la question de fond. Pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Pour être en mesure de nouer un contrat social de partage du bien-être, de partage de la liberté, de partage des capacités. La démocratie, c'est produire des sujets de droit, produire des sujets en capacité de mener des vies libres, dignes et épanouies. Et là-dessus, les individus ont besoin d'être tributaires de soins, tributaires d'éducation, tributaires de revenus pour vivre dignement, tributaires de projets de vie. Et là-dessus, c'est ça la finalité ultime du vivre ensemble. Ce n'est pas juste les conditions de vie et les moyens de vie, c'est les raisons de vivre. C'est quelle vision avons-nous de l'humanité des uns et des autres, du corps individuel en tant que sujet constitué, équilibré, et du corps collectif en tant que sujet dévulnérabilisé. Il y a des formes de vie dégradées que nous cessons de propager autour de nous. Et c'est ça le but du jeu, que les gens puissent avoir des conditions de vie dignes. Mais nous avons besoin de régler la question des procédures, la question du politique, de la stabilité, pour être en mesure de nous déployer dans les autres espaces qui sont les espaces fondamentaux. Et le piège d'être toujours dans une instabilité institutionnelle, c'est de reporter le moment où on s'occupe de ces questions de fond-là. On a une jeunesse qui a perdu l'espoir pour une partie, qui prend les routes de l'immigration clandestine, dont la pulsion de mort, des fois, est plus importante que la pulsion de vie. Et ça, ce sont des défis fondamentaux que nous devons résoudre, auxquels nous devons faire face. Et pour cela, il y a des préalables. Les préalables, c'est d'abord accepter et tomber d'accord sur une notion essentielle, sur le respect de la dignité humaine. Absolument. Et je pense que le capitalisme est une économie politique de la prospérité. Le socialisme est une économie politique de l'égalité. Mais je pense que dans nos sociétés, on a besoin d'une économie politique de la dignité. C'est-à-dire que c'est l'un des combats. Et au nom de la dignité, les questions de l'éducation, les questions des revenus décents, les questions de l'économie, les questions de l'emploi, les questions des libertés. Et on a vu que la question des libertés, des droits et des libertés des individus s'est posée avec acuité. Et que les Sénégalais s'étaient battus pour défendre leurs droits et leurs libertés, droit de manifester, liberté d'opinion, liberté de culte, liberté d'expression de soi, liberté de ne pas être d'accord. Et c'est tous ces éléments-là qui font justement des sujets de droit et qui font des citoyens. Et qu'on a passé notre temps à détruire les espaces de construction de la citoyenneté. Et on doit reconstruire les espaces de construction de la citoyenneté. Et c'est ça la finalité ultime d'un régime démocratique, c'est de produire une société démocratique. Et produire une société démocratique, c'est de produire une société qui offre les conditions de l'épanouissement des collectifs et des individus. Et c'est ça nos vrais chantiers. On dirait que ça a été fait à dessein. Les politiques ne s'occupent pas de l'essentiel, sinon que des questions de conservation du pouvoir aujourd'hui. Oui, comment analysez-vous avec le recul cette trajectoire avec les actes posés par les politiques? Je pense que vraiment le débat que vous soulevez là, c'est la question de l'enjeu entre la société et le politique. En fait, on a donné trop de pouvoir au politique. Le politique a des leviers importants pour mettre en place de grands chantiers, des chantiers éducatifs, des politiques publiques qui touchent plusieurs individus. Lorsque vous êtes dans de l'associatif, des fois vous avez une frustration parce que vous voyez que vous êtes à une échelle réduite et que vous ne pouvez pas changer d'échelle. Et que si vous voulez vraiment impacter la société, il faut accéder au levier du politique. Je pense qu'il y a une réflexion à mener pour redonner à la société de la capacité d'action et de la puissance d'agir pour qu'un certain nombre de décisions, un certain nombre de domaines, des domaines liés à l'éducation, peut-être à la santé, des domaines qui sont aujourd'hui régaliens. Je ne parle pas de la défense, je ne parle pas de la sécurité, mais des domaines que les citoyens peuvent prendre en charge. Comment repenser des formes de transfert de pouvoir à la société pour que tout ne se joue pas dans l'espace de la classe politique et que la société reprenne son agentivité. Et qu'en fait, là, ce qui a été peut-être important de noter dans cette situation-là, c'est que la démocratie, si on reprend l'étymologie, c'est bien sûr le pouvoir du peuple, mais le kratos, c'est la puissance du peuple. Oui. Et donc, le peuple est un agent qui a une puissance d'agir. Et le peuple l'a montré ici dans les mobilisations, mais il faut aussi que le peuple puisse avoir une puissance d'agir dans la formulation de propositions de politiques publiques, dans l'action sur le terrain. Et je pense que là aussi, il y a à repenser les imaginaires du politique. Le politique, ce n'est pas la politique. Le politique, c'est un espace beaucoup plus vaste. Et les sociétés doivent être recapacitées dans leur possibilité de produire du politique et de se prendre en main. Et de se gouverner. C'est l'idée du gouvernement de soi et du gouvernement des autres. Et de configurer leur destin. Bien évidemment, elles doivent déléguer des pouvoirs à des instances à qui elles donnent le mandat de travailler pour elles, mais des espaces démocratiques, c'est des espaces aussi où on recapacite la société et où la société elle-même prend en charge un certain nombre de problématiques et où on redissémine le pouvoir dans le corps social et on ne
et où justement on évite la tentation des dérives absolutistes parce que un camp, un espace de délégation n'a pas le pouvoir de tout faire. Final, Felwine Sarr, invité d'objection, la problématique de la redistribution des ressources également est une question importante à résoudre dans nos sociétés qui sont en mutation de nos jours. Le cas du Sénégal vous inspire quoi? C'est une question fondamentale. Il y a une demande de souveraineté économique et il y a une demande de justice sociale qui est très forte. Il y a une demande qui est liée au fait de dire nous avons des ressources matérielles, immatérielles, importantes, et nous devrions, si ces ressources étaient bien redistribuées, avoir un Sénégal différent. Faire en sorte que la jeunesse ait de l'emploi, faire en sorte que les individus puissent accéder à des revenus dignes. Et dans le rapport avec le reste du monde, la critique de l'extractivisme économique est une critique qui est juste et justifiée. Je sais qu'on peut critiquer une certaine forme de souverainisme en disant nous ne sommes pas une autarcie, nous sommes dans un monde globalisé, effectivement, mais les rapports que nous articulons avec le monde doivent être des rapports équitables. Et nous ne devons pas, excusez-moi de l'expression, être les dindons de la farce de l'échange économique global. On ne peut pas avoir des ressources qui bénéficient plus à d'autres espaces, des espaces qui vivent mieux, qui vivent au détriment, sur le dos de nos vulnérabilités. Et ça, c'est le politique. Oui. En sorte, les ressources bénéficient d'abord aux Sénégalais. Alors, vous avez également touché un point central de la discussion, c'est la place et le rôle de la communauté internationale. Et là, jouer un rôle dans la pression pour le respect de la Constitution. Aujourd'hui, vous entendez de plus en plus les discours souverainistes quelque part. Quel entendement doit-on en avoir pour ne serait-ce que vivre dans un monde équitable comme vous le préconisez tout à l'heure? Oui, les théories souverainistes sont à comprendre, mais avec pédagogie pour également de ce point de vue retenir quoi dans un monde complexe? Je pense que la demande de souveraineté, ce n'est pas une demande d'autarcie, c'est une demande d'autonomie. C'est des choses différentes. Et que tous les grands États du monde ont un degré de souveraineté très élevé. Souveraineté sur leur défense, souveraineté sur leur économie, souveraineté sur leur diplomatie, souveraineté sur des secteurs stratégiques qui les concernent. Ceux qui prônent la grande ouverture et le libéralisme économique sont des nations qui s'assurent la maîtrise de leur destin dans des secteurs stratégiques. Bien évidemment, la communauté internationale a joué un rôle important, mais je dirais que ce rôle a été en écho aux mobilisations citoyennes du Sénégal. Donc nous sommes dans un monde globalisé et il faut justement restions dans le monde. Et je pense que nous partageons un certain nombre de valeurs avec le reste du monde. Donc nous ne sommes pas tout seuls et notre histoire, et nous ne sommes pas une singularité. C'est une histoire humaine et nous sommes l'un des visages des communautés humaines. Je pense juste qu'il ne faut pas concevoir la question dans une perspective dichotomique. Souveraineté, souverainisme versus autarcie, fermeture ou ouverture, non-souveraineté. Je pense que les deux dimensions, elles s'enchevêtrent. Il y a des demandes de souveraineté qui sont légitimes et nous devons avoir la souveraineté sur nos ressources, sur nos choix. Et 63 ans après l'indépendance, des fois nous avons le sentiment d'être encore dans des formes de colonialité, dans des formes de tutelle épistémologique, économique et symbolique. Et il est temps que nous achevions le processus de l'émancipation. Parce que la souveraineté internationale dans les années 60, l'indépendance, c'est une fait. L'émancipation profonde du corps social et collectif, c'est un autre fait qui se construit dans le temps long. Ceci dit, la problématique, elle n'est pas binaire, elle n'est pas dichotomique. Nous articulons des relations avec le reste du monde. Il faut les articuler dans un espace de mutuel respect, dans un espace de mutuel bénéfice. Et nous faisons partie du monde. Et le monde est en nous. Et nous sommes dans le monde. Et ça, c'est une réalité. Tout en gardant notre spécificité. Tout en gardant nos espaces de souveraineté et de spécificité, et tout en regardant aussi ce que nous estimons être le meilleur résultant de la production endogène de nos valeurs. Et il ne faut surtout pas le voir de manière dichotomique, mais il faut savoir que souveraineté, ça ne veut pas dire autarcie, mais qu'elle est nécessaire sur un ensemble de secteurs stratégiques, et que pour l'instant, nous sommes dans un monde interdépendant, mais certains sont plus dépendants que d'autres dans ce monde interdépendant, et nous devons regagner de l'autonomie tout en restant dans un monde interdépendant, dans un monde d'échange, dans un monde de flux et dans un monde de rencontres. Et les deux peuvent se tenir. Les deux exigences, elles peuvent se tenir ensemble. Oui, aujourd'hui, vous avez en face de vous 75% de la population qui ont moins de 35 ans. Cette jeunesse de la population, oui, une opportunité ou une limite pour notre développement dans un contexte mondialisé, comme vous dites. Comment prendre en charge justement ce qui est apparu comme étant une opportunité? C'est une vraie opportunité et il ne faut pas tomber dans le piège des thèses malthusiennes. En fait, la jeunesse, c'est d'abord une opportunité. Le capital humain, c'est d'abord une opportunité. Maintenant, il y a des défis à relever. C'est les défis du capital humain, de l'éducation et de la santé, et des capacités et de la formation. Il faut les relever pour que justement, il y ait ce qu'on appelle un dividende
démographie. Mais si on se rappelle bien, lors de la traite négrière, l'Afrique était à 20% de la population du monde. À la fin de la traite, l'Afrique est tombée à 9,5% de la population du monde à la fin du 19e siècle. Et durant ce moment-là, l'Europe et la Chine étaient en train de passer de 18 à 20%. Donc nous avons perdu démographiquement. Et ce n'est qu'à partir des années 1950 que nous avons commencé à rattraper le retard. Nous sommes à 1,4 milliard. Et le continent africain est le continent le plus vaste, le continent le moins densément peuplé. Nous ne sommes pas trop nombreux. Et donc, du coup, c'est quand on a d'autres formes de revenus et d'autres formes de ressources qui prennent le relais, c'est là où justement les enfants, la démographie peut devenir délicate. Mais au début, c'est hyper important parce que c'est une ressource fondamentale qui supplée et qui est fondamentale pour la construction des autres ressources. Maintenant, il y a des discours qui veulent limiter nos naissances, etc. Ce sont des processus qui se feront naturellement, lorsque les sociétés seront en transition démographique et qu'elles auront résolu un certain nombre de problèmes. Mais au stade où nous en sommes, c'est une principale ressource, mais que nous devons justement transformer. Et c'est pour ça que les politiques publiques sont fondamentales. Et c'est pour ça que justement, toutes ces questions-là qui nous agitent, la démocratie, l'état de droit, sont importants pour qu'on puisse, dans cet espace-là, construire, élaborer des politiques publiques destinées à nos jeunesses, les capacités, les dotés de capital humain et en faire des agents de production de bien-être à une grande échelle. Oui, cette jeunesse de la population sénégalaise se traduit certainement dans le jeu électoral. Comment doivent-ils, ces jeunes, agir par rapport à cet élément important que constitue la carte électorale? C'est une question importante que vous soulevez parce qu'on sait qu'on a une jeunesse importante dans le ratio démographique, dans la distribution de la démographie, la jeunesse est la partie la plus importante. Mais on a quand même vu, et c'est là où la question des procédures revient, que quand les jeunes ont voulu aller s'inscrire sur le fichier électoral, il y a eu des entraves objectives pour que ce réservoir de voix ne s'inscrive pas autant qu'il le devrait dans le fichier. Il s'est quand même inscrit, une proportion s'est quand même inscrite tant bien que mal. Mais là, la question que ça soulève, c'est la question du peuple politique. Lorsqu'on dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple dont il s'agit, ce n'est pas vous et moi, ce n'est pas les 18 millions de Sénégalais, c'est le corps électoral. Et le corps électoral est produit par des procédures, par des règles du jeu. Et quand on maîtrise ces règles du jeu, on peut produire un peuple politique qui n'est pas le peuple. Et on fait légitimer son régime par un peuple politique dont on a maîtrisé la production. Et la question pour nous dans la démocratie, c'est le peuple qui manque. C'est comment faire en sorte que le peuple politique, le corps politique, soit le peuple, soit le quasi-corps. C'est pour ça qu'aussi nous devons gagner des batailles de procédure. Et là, on voulait quitter la procédure, mais la procédure est importante pour faire en sorte que les modalités d'inscription, on puisse justement résoudre ces problèmes-là, pour que généralement cette jeunesse puisse avoir voix au chapitre et qu'elle puisse contribuer pleinement au choix de la destinée de la nation. Que retenir du discours politique finalement? Parce que de plus en plus, vous entendez des discours politiques inaccessibles et inaudibles finalement par rapport à la cible, c'est-à-dire la société. Comment analysez-vous le discours politique de maintenant par rapport aux enjeux de l'heure? Non, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Déjà, je pense que l'une des cibles principales, c'est la jeunesse, et que peut-être ce qui s'est joué là ces dernières années, c'est que les politiques qui ont été capables de parler aux jeunes et de répondre à leurs préoccupations ont eu un écho. Donc on a vu qu'une vieille classe politique qui était un peu déconnectée, qui avait ses anciennes, qui avait ses méthodes, qui avait ses cibles et ses audiences, et qui ne s'est pas rendu compte qu'en fait, elle devait changer de discours, elle devait changer d'audience, elle devait changer son adresse, et elle devait répondre à des préoccupations qui étaient beaucoup plus urgentes. Malheureusement, on a vu éclore dans l'espace public un certain nombre de discours au relents xénophobes, et ça ne reflète pas les traditions du Sénégal, ça ne reflète pas les traditions d'ouverture, de multiculturalité, de capacité de vivre ensemble du pays. Et ça aussi, il faut les examiner et les envisager comme des pathologies de la société. Et se poser la question de savoir d'où viennent ces pathologies et comment les soigner. Et je pense qu'en analysant les discours sociaux, on a une cartographie des défis que nous devons relever de manière plurielle et de manière importante et de manière urgente aussi. Et une des limites de la démocratie qu'on a connues ces derniers moments, des coupures d'Internet, et finalement, quelle analyse en faites-vous? C'est inacceptable, c'est inacceptable. Ça aussi, c'est une question de libertés individuelles. C'est prendre les individus, les mettre hors du régime d'information, hors du régime de la connectivité, pour être en mesure de contrôler. Et les justificatifs qui sont utilisés ne tiennent pas la route. Et ça aussi, c'est un manque de respect de nos libertés en tant que sujets et citoyens. Et j'ai appris que les citoyens sénégalais se sont constitués en collectif pour aller porter plainte devant la CEDEAO. Et ça aussi, c'est un acte de citoyenneté important. On ne peut pas se réveiller un matin, nous isoler du monde, nous isoler de nos interactions
individuelle, faire en sorte que les gens dont la vie se base sur l'économie numérique, les plus vulnérables, qui ont un travail journalier qui dépend de leur possibilité d'accéder à des données mobiles, que ces gens-là se retrouvent sans ressources, sans revenus, pour le simple bon vouloir du prince. Là aussi, ça relève d'une des exigences de la démocratie sénégalaise, que les individus soient respectés en tant que sujet de droit, en tant que sujet de liberté, et qu'on n'entrave pas leur capacité pour des raisons de politique politicienne. Alors, vous êtes universitaire, vous êtes dans la réflexion. Aujourd'hui, oui, le Sénégal traverse des moments toujours difficiles, la présidentielle qui est attendue. Oui, finalement, qu'est-ce qui se joue présentement? Un enjeu de pouvoir? Quelles sont justement les leçons à en tirer pour retenir quoi concernant la perspective? Je pense que peut-être le grand enjeu ici, c'est un enjeu de réappropriation de la souveraineté populaire, la capacité du peuple à décider et à exprimer ses choix. Et je pense que c'est ça qui se joue. Et bien évidemment, il y a le fait que le politique a tenté de capturer cette possibilité de s'exprimer. Et je pense que ce qui s'est joué là, avec la décision du Conseil constitutionnel, réinstitue la société et la ramène et la remet au bon endroit. Oui, Felwine Sarr, parlons toujours actualité avec le Conseil constitutionnel. Finalement, l'institution a-t-il ouvert une nouvelle ère dans ses rapports avec l'exécutif, avec cette décision qui vient d'être prise? Oui, je pense que c'est incontestable, parce que généralement, on reprochait à notre Conseil constitutionnel sur des décisions importantes de se déclarer incompétente. Et que ce n'est pas comme la Cour constitutionnelle du Bénin ou du Kenya qui a, dans son histoire politique, pris des décisions courageuses et qui ont fait avancer la démocratie. Mais je pense que là, elle vient de marquer un tournant, et cette décision-là, elle restera dans les annales et elle fera jurisprudence, et elle participera de la longue construction de l'autonomie des institutions régulatrices et des contre-pouvoirs nécessaires. Et je pense que là, c'est une autre ère qui s'amorce, et que cette décision, elle le fera date. Et l'événement, on en mesurera l'ampleur bien après. On a parlé de nouvelle ère, mais va-t-on vers une nouvelle ère entre le président de la République et la société sénégalaise par rapport à ce sur quoi il est attendu, c'est-à-dire le respect scrupuleux de la Constitution? Non, je pense que même la nouvelle ère, elle est même dans les imaginaires du rapport aux politiques et de la charge symbolique de la fonction présidentielle, quoi. L'institution rappelle de manière très très claire que la fonction présidentielle, ce n'est pas une fonction impériale, ni royale, ni de droit divin, que c'est des droits et des obligations qui lui sont conférées par le peuple dans le cadre d'un espace textuel qui s'appelle la Constitution, qui régit, qui limite, qui encadre. Et que ce pouvoir-là n'est pas un pouvoir absolu. Et que la tentative d'absolu du pouvoir doit être limitée, et peut-être limitée par les règles que nous nous sommes données de l'exercice du pouvoir. Et je pense que ce rapport dans nos imaginaires au pouvoir, qui serait un pouvoir de droit divin, yalla mo la fi tek, etc., et qu'on oublie que nous sommes dans une démocratie, c'est un pouvoir délégué. C'est le pouvoir du peuple que nous avons transmis à un individu et à une équipe pour être au bénéfice et au service du peuple. Je pense que ce mouvement dans l'imaginaire-là, voir une institution qui dit au président de la République, vous avez outrepassé vos droits, vous avez pris un décret, vous avez fait voter par votre majorité présidentielle une loi qui n'était pas constitutionnelle, et vous avez pris des décrets qui ne s'imposent pas à tous et sur lesquels nous vous demanderons de revenir. Je pense que dans le rapport au pouvoir, dans le rapport au mandant et au mandataire, c'est absolument fondamental que les Sénégalais considèrent dans leur ensemble qu'un individu qui a le pouvoir, c'est un pouvoir qui est limité, qui est contrôlé, qui s'exerce dans un cadre et qui peut être arrêté lorsqu'il ne remplit pas les règles de l'exercice du pouvoir conféré. Vous avez parlé justement d'une relation entre le président de la République et la société finalement, et le sens inverse, la société par rapport au président de la République. On a vu sous Senghor, il est parti, le président Diouf est venu, il a été défait au soir donc d'une présidentielle de 2000, le président Wade également, le président Macky Sall finalement pose problème en termes de fin de règne. Comment analysez-vous les derniers moments d'un président sortant? Je veux parler du président Sall. Non, je pense que c'est son rapport au pouvoir et l'histoire le jugera. Je pense que l'histoire est un grand maître et le temps est aussi le grand maître. Mais en tout cas, ce qu'il a montré, ce qu'il a démontré, il n'a pas démontré une élégance républicaine. Il n'a pas démontré un désir de laisser un héritage de ce point de vue-là qui serait à la hauteur de ce que ses prédécesseurs ont laissé. Abdou Diouf a été battu, il est parti tranquillement. Il a organisé des élections dans des conditions de transparence qui risquaient de le faire battre. Le code constitutionnel admis sous son magistère. Il avait confié
les élections à des personnalités indépendantes, y compris des généraux, des militaires. Et toutes ces conditions-là ont préparé l'alternance. Et pourtant, il aurait pu, étant maître du jeu, influer sur les règles du jeu. Et je pense que là aussi, c'est peut-être un enseignement que nous devons tirer, en tout cas que collectivement nous devons tirer, c'est de faire en sorte que les procédures qui encadrent les règles du jeu de la transmission du pouvoir électoral soient de moins en moins des procédures qui sont impactées par le locataire du moment de la fonction présidentielle. Que ce soit des procédures qui le dépassent et sur lesquelles il n'a pas une grande marge de manœuvre. Et c'est ça aussi construire une société qui ne dépend pas, qui dépend de moins en moins des choix, des humeurs, des acteurs, et que les acteurs, quelle que soit leur dimension individuelle, ne puissent pas entraver un certain nombre de procédures qui sont inscrites dans le marbre. Alors, un autre fait qui nécessite analyse, nous avons perdu 3 jeunes tombés sous les balles durant ces derniers jours et qui affectent l'opinion nationale comme internationale. Mais justement, c'est la vocation de l'étudiant, comme la vocation aussi des combattants de la démocratie également. La plupart, c'est des jeunes qui tombent. Comment analysez-vous ce fait qui est également une des limites de notre démocratie, mais sous son registre des forces de sécurité qui sont censées défendre justement ceux qui sont dans la rue, ne serait-ce que pour manifester un droit constitutionnel? J'aimerais vraiment revenir sur ces 3 jeunes. Alpha Yoro Tunkara, qui est un étudiant de l'Université Gaston Berger, qui était en géographie, qui avait 22 ans, qui est décédé. Mais comment, qu'est-ce qui fait que finalement, excusez-moi de vous interrompre, qu'est-ce qui fait que finalement, l'Université Gaston Berger, on en perd de plus en plus, c'est pas le premier jeune qui est tombé. Qu'est-ce qui fait que, justement, l'espace universitaire, censé être un espace de lutte, qui garantit normalement la liberté d'expression, n'en est pas un espace où la liberté est violée au prix de vie même de ces jeunes étudiants. Vous êtes universitaire, comment analysez-vous ce fait? Oui, ça me touche particulièrement. Et si vous permettez, juste avant de revenir à l'espace universitaire et à ces jeunes, de rappeler que ces 3 dernières années, il y a eu une violence létale exercée par les FDS excessive. Il y a eu plusieurs morts qui se comptent en dizaines. Certains parlent de 60, 70, 80. Et une partie a été tuée par balle. Et il n'y a pas eu de commission d'enquête. Il n'y a pas de responsabilité située. Et ces morts-là, si on les laisse, on ne souhaite pas que ce soit des morts vains et des morts pour rien. Et ça indique aussi la valeur de la vie humaine dans nos espaces. Et ça, c'est quand même quelque chose d'inédit. Avant, quand on avait 1 ou 2 morts, c'était un drame, puisque c'était inacceptable. En 2000, on en a eu une dizaine, dans des conditions, certains des accidents, certaines des manifestations. Mais ce face-à-face et l'usage d'armes létales, c'est totalement inacceptable. Et c'est un permis de tuer. Et c'est inédit dans notre rapport à ce qu'on appelle les FDS. Et ça, ce n'est pas une culture qui doit s'installer normalement dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Pour revenir à ces jeunes-là, déjà, il y a le jeune étudiant, Alpha Yoro Tunkara, je pense qu'il faut lui donner un âge, un visage. Il y a eu un jeune commerçant qui s'appelait Modou Gueye, 23 ans, qui a fait Guinaw Rail. Il y a eu un jeune lycéen à Djignabo, qui a 16 ans, qui s'appelait Landing Kamara, qui allait avoir ses 17 ans. À Gaston Berger, il y a eu un jeune qui s'appelle Fallou Sène, qui a aussi été victime de violences policières et qui a succombé. L'espace universitaire doit être un sanctuaire de l'esprit, doit être un sanctuaire du débat contradictoire, et c'est pour ça qu'il y a des franchises universitaires. Il doit être un promontoire, il doit être une île, il doit être un espace où justement la violence des idées, la violence du débat intellectuel se substitue à la violence de la force brute. On se rend compte qu'il y a une volonté de ne pas laisser cet espace être un espace de protestation. Il y a une forme de conflictualité culturelle qui a été installée entre ce qu'on appelle les FDS et les étudiants. Et ça date de très longtemps. Des grèves réprimées dans la violence, extra. Et c'est inacceptable. C'est absolument inacceptable. Et c'est notre jeunesse. Ce sont les pousses que l'on nourrit dans un espace du savoir parce qu'on a envie que demain, elles aient les aptitudes pour diriger ce pays, pour faire avancer ce pays. Et on ne peut pas leur exercer une violence létale parce qu'elles disent leurs droits, parce qu'elles revendiquent leur liberté. Et ça, une société doit fixer des limites à cela. Et ça aussi, c'est un lieu où la société, elle se dit. On ne peut pas prétendre vouloir amener la société vers du bien-être et ne pas avoir de mal à exercer la violence la plus absolue à sa frange qui en constitue l'espoir et qui en constitue l'espoir de son intelligence et où son intelligence, elle se cultive. Et ça aussi, si c'est absolument fondamental, les jeunes de Gaston Berger, et j'en profite pour le dire, demandent, et la famille demande qu'on leur livre le rapport d'autopsie, qu'on leur livre le corps. On ne veut pas leur livrer le rapport d'autopsie. Il y a eu des pressions pour que le corps d'Alpha Yoro Tunkara soit enterré rapidement.
Ils ont refusé, le corps a été amené à Dakar. C'est tout un drame individuel, personnel, communautaire. Et même la manière dont on traite les corps et les morts quand il y a un désir de vérité là-dessus renseigne aussi sur la violation de la dignité humaine, sur le non-respect de la dignité humaine. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut s'insurger et il faut fondamentalement que l'on change de rapport et de régime à la dignité humaine, y compris à la dignité post-mortem. Les familles ont le droit de savoir ce qui s'est passé et ont le droit d'avoir la possibilité de porter plainte, d'emmener des gens en justice et que des procès aient lieu et que des responsabilités soient situées et qu'on ne tue pas nos étudiants, nos frères, nos sœurs, nos enfants de manière impunie. Ça, c'est totalement inacceptable pour un pays qui se respecte. Oui, c'est ça aussi la vocation d'une université. L'université sénégalaise est-elle en train de connaître des mutations profondes collées avec les préoccupations sociétales de l'heure, oui, qui confèrent quelle stratégie nouvelle pour une université performante, mais aussi donner à l'université toute sa valeur par rapport à sa mission et son statut? Déjà, je pense que l'université de Dakar doit être réouverte. Les arguments ont été avancés pour fermer l'université ne tiennent pas. S'il y a des problèmes de sécurité, c'est à l'État de les résoudre. Et que ça, c'est pas normal que dans un pays, dans les pays en guerre, les universités ouvrent. En Ukraine, les universités ne se sont pas fermées. Durant la Seconde Guerre mondiale, en France, les universités étaient ouvertes. Un certain nombre de chercheurs enseignaient le jour, allaient faire la résistance le soir et la nuit. Et dans un pays comme le Sénégal, à l'issue des événements de juin 23, des dégradations qui a eu lieu, on ferme l'université pendant 8 mois. Les étudiants qui ont eu le bac ne peuvent pas s'inscrire. Ceux qui sont là ne peuvent pas continuer. On arrête l'espoir de toute une jeunesse estudiantine. Et l'espoir, c'est la chose à mettre en lieu sûr. C'est-à-dire que quand une société ne met plus son espoir en lieu sûr, elle est guettée par tous les dangers. Donc déjà, il y a une exigence importante de réouverture de nos espaces académiques. Deuxième point, c'est que je trouve qu'il y a une crise, bien sûr, de nos espaces académiques. Et ça, il faudrait peut-être des états généraux et faire en sorte de poser les problèmes sur la table, proposer les solutions idoines, les mettre en œuvre. Mais l'espoir que j'ai, c'est que j'ai vu que la communauté académique, en tout cas, s'est mobilisée de manière extraordinaire à reconnecter avec sa société et à jouer un rôle que j'estime important dans cette crise. Et là, l'université est en train de connaître une mutation dans ce sens-là. Oui, parce que souvent, elle était détachée de la société. Elle était détachée. Je pense qu'il y avait une vieille culture, en tout cas de nos aînés universitaires, de ne pas trop s'impliquer. Et je pense que la jeune génération a décidé... Et là, l'université Gaston Berger a beaucoup fait. Oui. L'université Gaston Berger s'est beaucoup impliquée. L'université de Dakar aussi. Les juristes de l'université de Dakar se sont beaucoup impliqués là-dessus. Dedans, et puis il y a un collectif des universitaires pour la démocratie qui s'est monté, plus de 200 universitaires ou même 300 qui sont en train de travailler, qui créent des observatoires, qui veulent réagir à court terme, à moyen terme et à long terme, qui ont créé un bureau du citoyen pour reconnecter le citoyen et l'université. Et j'espère que cette initiative-là, elle durera après la crise et que l'université reprendra pleinement son rôle. Parce que la nature a horreur du vide. Si elle ne le fait pas, ben, il y a un certain nombre de délitements démocratiques auxquels on assiste. C'est aussi lié au fait que les universités, le rôle ne se limite pas à enseigner, ils doivent être des citoyens actifs et engagés. Mais je pense que cette crise-là aussi a été une occasion pour réveiller cette fibre universitaire et cette mission universitaire. Et coller aux préoccupations des sociétés. C'est fondamental. Oui. Ça doit être un changement, un acte de transformation de la société. Alors oui, une dernière question, Felwine Sarr, invité d'objection. Oui, le Sénégal est regardé, le Sénégal est observé, le président de la République, Macky Sall, est attendu sur le choix de la date présidentielle. La société attend, oui, reste mobilisée, société civile comme société politique, comme communauté internationale. Oui, aujourd'hui, la dernière question, comment le président de la République doit trancher cette question, rester conforme aux dispositions de la Constitution? Comment ce président doit-il trancher l'épineuse question qui est attendue aujourd'hui? Je pense que ces techniciens peuvent lui proposer des solutions qui sont jouables. La loi dit que c'est 30 ou 45 jours avant la fin de son mandat que les élections doivent être organisées. Donc, on peut faire une arithmétique à rebours. Il est possible peut-être de réduire la durée de la campagne électorale pour faire en sorte que, avant le 10 mars, et que l'élection doit se faire un dimanche, donc ça peut être le dimanche 3 mars ou le dimanche 10 mars, l'élection pourrait se tenir. 2 semaines pour le second tour, 1 semaine pour prendre le temps du contentieux. On arriverait à la fin du mois de mars. Donc, je pense que il a les moyens d'organiser les élections
en temps et en heure. Peut-être qu'il y aurait quelques aménagements sur la durée de la campagne électorale, mais il me semble normal qu'on puisse envisager de réduire la durée de la campagne pour qu'on puisse rester dans le calendrier républicain et que le 2 avril, il y ait une passation de service. Donc je pense qu'ils ont les moyens de faire les choses et que l'arithmétique qui est à mettre en jeu, en plus, le Sénégal est très efficace dans l'organisation des élections. On n'a jamais eu de problème logistique. Les choses avaient commencé à être déployées parce que le décret du 3 février est venu arrêter le processus à 10 heures de la campagne électorale. Certains observateurs étaient déjà déployés dans les régions. Certains équipements étaient déjà en mouvement. Donc je pense que tout ceci peut reprendre et que moyennant quelques aménagements, il est possible de faire les choses selon les exigences de la Constitution et conformément au calendrier républicain, en aménageant peut-être un peu la durée de la campagne. On aménage un peu la durée de la campagne, tout est là, l'enjeu de la transmission du pouvoir. Oui, mais c'est surtout l'enjeu de le transmettre dans la paix, dans la sérénité et dans une forme de continuité républicaine. Et que l'on n'inscrive pas dans la trajectoire historique du Sénégal, là récemment, ces 20-30 dernières années, le moment de transmettre le pouvoir est un moment problématique. Je veux dire, ce que Abdou Diouf, Abdoulaye Wade avait réussi, c'est de le transmettre avec fluidité, avec sérénité. Et c'est ce qu'on souhaite, c'est que cette nouvelle transmission-là, elle se fasse aussi dans la paix et dans la sérénité, et qu'elle inscrive dans la mémoire politique du pays que c'est quelque chose que nous avons acquis, et que le pouvoir ne se transmet plus chez nous, ne se transmet pas dans la difficulté, dans du trouble, dans du chaos, et que se transmet dans la sérénité et dans la paix. C'est un acquis que nous avions. Le problème, ce n'est pas notre image démocratique. Le problème, c'est notre réalité. Je pense qu'il ne faut pas être dans la blessure narcissique de dire, oui, l'image de la vitrine. On ne doit même pas être une vitrine, parce qu'une vitrine, elle montre quelque chose. On doit être une réalité démocratique. Et je pense que fondamentalement, là, ce qui est important, c'est que nous redevenions une réalité démocratique, et peu importe l'image, et que la crise nous serve à renforcer la réalité de l'histoire démocratique du pays, et que nous laissions cet héritage-là à nos enfants et à ceux qui viennent après nous. Faudrait-il s'inquiéter des crises ou faudrait-il justement connaître ces crises pour en tirer toutes les opportunités qu'elles offrent? Elles sont instructrices. On aimerait bien qu'elles ne nous emmènent pas dans le chaos, mais si on réussit à nous en sortir par le haut, à faire face à la crise déjà, parce que la crise, elle dit quoi? Elle dit que l'état actuel ne peut plus durer. La crise, c'est un appel au changement. Crisis en grec, ça veut dire ce qui ne peut plus durer, et ce qui demande que l'on change. Et peut-être que ici, au cœur de la lutte, après la crise, la question fondamentale pour nous, c'est qu'est-ce qui doit changer? Et si tirons les leçons de ce qui doit changer, ben justement, on aura tiré les leçons de la crise et on aura renforcé les processus. De quel Sénégal rêvez-vous? Non, je rêve d'un Sénégal libre, démocratique, ouvert, juste, inclusif, un Sénégal où il fait bien vivre, un Sénégal où la dignité des citoyens est respectée et toutes les formes de dignité, les dignités économiques, sociales, le juridique, et un Sénégal que nous laissons à nos enfants. Bien évidemment, il y aura toujours à faire, il y aura toujours à parfaire, mais en pouvant les regarder dans les yeux et en disant nous avons fait de notre mieux pour vous laisser un pays qui est vivable et un pays où vos dignités sont respectées, où vous pouvez vous épanouir et vous déployer pleinement. Et les moyens d'y accéder existent? Ils existent, on a énormément de ressources, je pense que ce pays l'a démontré, on a énormément de ressources dans le pays, dans ces diasporas, et justement, c'est ça l'idée, comme le politique, c'est comment est-ce qu'on se fonde sur l'intelligence collective, c'est comment on tire le meilleur parti de nos ressources, et comment on les articule dans un cadre qui permet leur épanouissement et qui permet leur interfécondation. Et le Sénégal dispose de toutes ces ressources-là, et donc c'est à nous de faire en sorte qu'on organise le cadre du déploiement et de l'épanouissement de ces ressources-là. Oui, il a été notre invité, écrivain, économiste, universitaire et musicien. Oui, si vous aviez justement à tirer le son de la fin aujourd'hui, serait de quelle nature? C'est un son tiré de la paix, une chanson pour implorer justement la paix. Oui, le mot de la fin. Non, je pense qu'il y a une belle chanson d'Ismaël Lo. J'aime beaucoup Aziz Diop, mais aujourd'hui, je vais recommander une chanson d'Ismaël Lo qui s'appelle Diamant Africain. C'est d'ailleurs le son qui tire la fin de l'émission. Je ne savais pas. Donc ça tombe très bien. Oui, c'est le complément de Afrotopia ou le prolongement de Afrotopia? Non, je pense que le prolongement, c'est son prolongement, et que si la société elle devient musicale, on aura franchi un grand pas. Si elle est dans l'éthos de la musique. Parce que la musique, c'est quand même les contraires que l'on tente d'harmoniser, quoi. C'est l'idée de prendre plusieurs histoires et de les harmoniser dans quelque chose qui résonne
tout le monde. Africa, mon Afrique de Ismaël Lô, qui justement prolonge pour en finir avec notre invité Felwine Sarr. Ça a été encore une fois un énorme plaisir de vous avoir avec nous dans ce studio pour parler de l'actualité, l'analyser en profondeur et dessiner la perspective. Et certainement, on aura d'autres occasions justement pour camper la perspective et donner en tout cas meilleure lueur à notre pays. Je veux parler du Sénégal et un sens au combat que mènent les citoyens. Merci encore, Felwine Sarr. Un grand merci à vous et le plaisir est partagé. Et bravo pour l'important travail que vous faites. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5. Au revoir et à dimanche prochain. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé